Les actions que mène le gouvernement de transition dans l'intérêt des populations, dans un contexte difficile de crise multidimensionnelle et de sanctions internationales sont à saluer. Sauf que le pouvoir semble avoir ouvert trop de fronts. Salut les amis et bienvenue sur Malikoura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Malgré le contexte de crise aggravée dans laquelle le pays se trouve depuis plusieurs années et particulièrement depuis 2018, le gouvernement joue la carte de la résilience. Et le gouvernement arrive à mener des actions surtout au plan social pour améliorer le quotidien des populations. À titre d'exemple, l'équipe gouvernementale déploie des efforts non négligeables pour l'approvisionnement correct du pays, frappé par un embargo visant à l'étouffer économiquement. Et les analyses de plusieurs économistes annonçant que le Mali ne pouvait pas tenir face aux sanctions se sont révélées inexactes. Ce qui fait que depuis le 9 janvier 2022 que les sanctions inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA ont été prises, le Mali résiste. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes pour contourner les sanctions en négociant d'autres voies d'approvisionnement du pays en denrées de tout genre. Il s'agit des débouchés des ports de Conakry et Nouakchott, qui permettent d'inonder le pays en denrées de consommation, faisant pâlir de confusion les autorités sénégalaises et ivoiriennes, les ports de Dakar et d'Abidjan étant les anciens accès du Mali à la mer. En outre, en dépit des contraintes budgétaires marquées par la suspension des axes de coopération et de diverses aides, le gouvernement vient de lancer un vaste programme de réhabilitation des routes dans le district de Bamako et dans certaines capitales régionales du pays. En effet, plusieurs axes routiers de la capitale sont en chantier, soit pour y réaménager des caniveaux ou pour la rénovation de certains tronçons de grande fréquentation. Ces travaux, alors que les avoirs du Mali sont gelés à la BCEAO, font croire que les anciens gouvernants du pays n'avaient pas certainement géré de façon optimale les ressources du pays. Ces efforts ne peuvent occulter les actions multiples d'équipement des forces de défense et de sécurité face aux périls terroristes. Ce qui a conduit aujourd'hui à une réelle montée en puissance l'outil de défense nationale. Combien de milliards de nos francs ont été injectés dans l'acquisition d'aéronefs, de camions de transport de troupes, d'armements lourds, de radars et équipements de transmission, etc. Combien de milliards ont été mobilisés pour des conventions d'appui et de formation dans le domaine militaire avec des partenaires russes? Et dire que tout cela se fait sur fonds propres de l'État malien, c'est-à-dire sur le budget national, mérite que l'on félicite les plus hautes autorités pour leur engagement patriotique. Point sans compter que le président de la transition tienne parole au plan humanitaire en consacrant une partie substantielle de son fonds de souveraineté en faveur des populations. Combien de forages d'eau potable ont été déjà gracieusement offerts aux populations des endroits reculés du pays en moins de 2 ans de la transition? Ces gestes méritent d'être salués pour encourager le pouvoir de transition du colonel Assimi Goïta à persévérer dans la bonne voie. S'y ajoutent des actions pour apaiser le front social et trouver des solutions pour tempérer les effets néfastes de la cherté de la vie au plan international. Ce qui incite à féliciter le gouvernement de transition, qui travaille d'arrache-pied, malgré les conditions difficiles dans lesquelles se trouve le pays. Retour de l'administration, réorganisation du territorial national, l'état civil, amélioration des conditions de vie des populations à travers les collectivités, sécurisation des frontières, ce sont là, entre autres, sujet abordé par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement lors de son passage à l'émission radio-télévisée Malikoura Tazira. Au RTM, le retour de l'administration sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les zones affectées par la crise, est un véritable challenge pour le gouvernement de transition. Quelles sont les mesures prises par votre département pour un retour effectif de l'administration dans le contexte actuel? Col Abdoulaye Maïga, en évoquant le retour de l'administration, on s'intéresse inévitablement au contexte et aux raisons qui ont entraîné son départ. Un élément, c'est le traumatisme collectif vécu par le Mali. Sans prétention aucune de défier les historiens, je pense que la plus grande surprise stratégique du Mali contemporain a été le contrôle de 70% de notre territoire national par des groupes terroristes appuyés par des groupes séparatistes, en 2012. Une surprise stratégique qui a engendré un énorme choc et un quasi-ébranlement des piliers de l'État. En plus du contrôle, ces groupes ont également administré avec des règles en totale contradiction avec les principes et valeurs républicaines que le MAD promeut. Le second élément digne d'intérêt, il faudrait le dire en toute franchise, c'est la désaffection d'une partie de notre population pour l'État à faciliter le départ de l'administration, de façon générale. À tort ou à raison, certains estiment que l'État ne satisfait pas leurs besoins de développement, et ont été tentés par d'autres modèles antirépublicains, liberticides et criminels. Forcément, nous ne voulons pas d'un retour dans les mêmes formes et natures que ce qu'il y avait. Conformément à la vision du chef de l'État, la satisfaction des préoccupations des Maliens doit être au cœur de l'action de l'État. Conformément à cette vision, j'ai instruit à l'ensemble des représentants de l'État de reconquérir les cœurs et les esprits des Maliens.
Première mesure. Deuxième mesure, grâce à nos plus hautes autorités, en collaboration avec le MDAC, nous avons redéployé les membres du corps préfectoral civil dans des zones relativement plus sécurisées pour les remplacer par du personnel militaire qui ont ainsi l'obligation d'assurer la présence de l'État, y compris en étant dans des camps FAMA, lorsque les infrastructures ont été détruites par les terroristes ou lorsque la situation sécuritaire ne leur permet pas d'occuper leur bureau. Avant de les déployer, ils suivront un programme de formation rapide sur le travail des préfets et sous-préfets. Grâce à ces mesures et surtout une volonté politique. Aujourd'hui, tous les postes de gouverneur sont pourvus. Seul un poste de préfet est vacant, soit 99% d'occupation. 66 postes de sous-préfet, sur un nombre total de 330 postes, 330 demeurent vacants, soit 80% d'occupation. L'effectivité sera assurée par une adoption de nos propositions de mesures individuelles qui sont dans le circuit d'approbation. Ensuite, nous avons arrêté une clé de répartition d'éléments des forces de sécurité qui devront assurer la sécurité des représentants de l'État, en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Des actions sont également en cours auprès des autres départements ministériels pour que le retour de l'administration s'accompagne d'un mouvement similaire des services sociaux. Dans le cadre de ce retour, l'amélioration des conditions de travail et de vie des représentants de l'État sera une priorité. Dans nos perspectives, nous voudrions proposer une loi de programmation pour les représentants de l'État. En outre, grâce à l'AGEFO, il est prévu de moderniser le réseau de communication de la représentation de l'État en y déployant un système de communication sécurisé et qui permet la connexion Internet et la géolocalisation. Monsieur le ministre, le processus de la réorganisation territoriale est un chantier important parmi les réformes politiques et institutionnelles conduites par votre département. Qu'en est-il aujourd'hui? Je voudrais rappeler qu'avec l'adoption de la loi numéro 2012-017 du 2 mars 2012 portant création de circonscriptions administratives en République du Mali, nous sommes passés de 8 à 19 régions administratives. Dans cette loi, il a été prévu une opérationnalisation des nouvelles régions sur 5 ans, c'est-à-dire déterminer les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales. En principe, l'activité aurait dû se terminer en 2017, ce qui n'est toujours pas le cas. Aujourd'hui, après un processus très inclusif et une série de concertations et de restitutions, nous avons finalisé le processus de réorganisation administrative. Les avant-projets de loi concernant les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales sont dans le circuit d'approbation. Cette activité revêt une importante capitale pour nous en termes de symboles. La première conséquence visible est la caducité de notre carte administrative qui affiche toujours les 8 régions administratives. En plus de la réorganisation administrative, nous avons procédé à la relecture de plusieurs lois à savoir le Code des collectivités territoriales, la loi déterminant les conditions de la libre administration des CT, la loi portant statut particulier de Bamako, les textes relatifs aux conditions de nomination des représentants de l'État dans le district de Bamako. En tout et pour tout, nous avons 6 avant-projets de loi qui sont dans le circuit d'approbation gouvernementale. Grâce à cette intense activité, nous avons proposé que Bamako soit une collectivité unique, avantages financiers, les délégations du district, amélioration de la gouvernance et la qualité des services rendus aux populations, la transformation des communes en arrondissements, le rééquilibrage des rapports entre le représentant de l'État et les élus des CT, renforcement des attributions du représentant de l'État qui sera garant de l'ordre public et disposera du pouvoir d'annuler les actes des élus ou de surseoir à leur exécution. Ceci a l'avantage de remettre le représentant de l'État au cœur de l'État et d'avoir une décentralisation plus performante et saine. Le rétablissement du dispositif de délégation spéciale pour mettre fin au dispositif existant des autorités intérimaires. La suppression de la collectivité cercle pour maîtriser les dépenses liées à l'augmentation de régions. La question de l'état civil constitue une préoccupation majeure pour les citoyens maliens. Sous votre impulsion, quelles sont les actions menées pour faciliter l'obtention des fiches descriptives individuelles? Je voudrais souligner que le NINA a plusieurs avantages. Il permet de réduire la fraude documentaire. Il y a quelques années, l'obtention du passeport malien était presque qu'un jeu d'enfant. Aujourd'hui, grâce au NINA, l'obtention du passeport est mieux sécurisée. Grâce à de nouvelles dynamiques et pour mutualiser les ressources financières de l'État, nous avons suspendu la production de cartes NINA au profit de la carte d'identité biométrique, qui servira également de carte d'électeur. Aujourd'hui, la fiche individuelle descriptive est suffisante pour effectuer les formalités administratives. Nous avons également remarqué que des individus malfaisants ont pris l'habitude de proposer l'enrôlement au RAVEC et l'octroi de la fiche individuelle aux usagers contre paiement d'une somme d'argent. Je souligne ici la gratuité de toutes les opérations liées au RAVEC.
Pour lutter contre ces pratiques malsaines, en collaboration avec le ministère de la Sécurité, nous avons délocalisé les cellules techniques d'accueil citoyen, CETAC, dans les commissariats de police pour éviter les tracasseries et les cas de corruption pour un document qui est totalement gratuit. J'invite tous les usagers à dénoncer auprès du personnel du commissariat toute personne qui tenterait de monnayer l'obtention de la fiche individuelle descriptive. En vue d'enrôler le maximum de Maliens, les valises lourdes d'enrôlement ont été remplacées par des tablettes plus légères et qui augmentent la mobilité des agents d'enrôlement. Pour nos compatriotes, majoritairement les Maliens établis à l'étranger ayant des problèmes de correction sur leur date de naissance, une commission a été mise en place pour trouver une solution sociale et pour des raisons humanistes à ce problème. D'ores et déjà, les dossiers ont été déposés dans plusieurs MDC et le ministère de la Justice mettra en œuvre une solution juridique pour rectifier les dates de naissance de nos compatriotes concernés. Une fois la rectification effectuée par la justice, le CETAC intégrera les nouvelles données. Aussi, d'autres CETAC ont été créés dans les cercles et arrondissements. À ce jour, 43 cellules techniques d'accueil citoyen ont été installées et 23 sont en cours d'installation. Dans le domaine de la décentralisation et l'amélioration de la gouvernance locale, que pouvons-nous retenir des actions visant l'amélioration des conditions de vie des populations à travers les collectivités ? La décentralisation constitue le second pilier du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, à côté de la représentation de l'État. Les collectivités territoriales ont également été affectées par l'insécurité. Malgré les défis, l'État a maintenu sa contribution financière dans le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales géré par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT. Les acquis engrangés par le gouvernement de transition sont notamment la réalisation de 223 infrastructures de santé, CSCOM, dispensaires, maternités, mobilier sanitaire, logements personnels de santé, pour un financement de 3 277 50 872 francs CFA. La réalisation de 856 infrastructures scolaires, salles de classe, blocs de direction, mobilier scolaire et logements d'enseignants, pour un financement de 10 303 273 909 francs CFA. La réalisation de 277 projets dans le secteur de l'eau, adduction d'eau, forage, puits moderne puis pastoral, pour un financement de 3 635 70 421 francs CFA. La réalisation de 316 infrastructures et équipements, bâtiments administratifs, matériel et mobilier de bureaux, aménagement marchés et boutiques, pistes rurales, ponceaux et radiers, pour un financement de 4 480 782 696 francs CFA. Ces efforts de l'État au profit des populations sont complétés par les projets et programmes suivants. Le projet Sécurité et Développement au Nord et au Centre du Mali, SDNM. Le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services, PREA. Le projet de renforcement des capacités des conseils régionaux en matière de développement économique et régional, pour un coût total de 2 837 946 792 francs. CFA, 2 837 946 792, pour la réalisation d'aires de stationnement de véhicules à Diema et Key, pour l'aménagement du parc à bétail à Dral, Kati et à Koulikoro, ainsi que pour l'aménagement d'aires d'abattage et la construction de boucheries à Mopti. Il faut également signaler que dans le cadre de la gestion des ressources propres des collectivités, donc de la bonne gouvernance, 250 communes dotées de logiciels de gestion budgétaire et comptable, Recode, par l'ANICT, ont bénéficié d'une installation réseau au niveau du conseil communal et 86 nouvelles communes ont bénéficié du dit logiciel pour l'amélioration de la gestion de leurs ressources financières. Votre département a créé récemment 3 centres de perfectionnement préfectoraux dans les régions. De quoi s'agit-il ? Les centres de perfectionnement des collectivités sont des établissements publics à caractère scientifique, technologique et culturel. Ils ont été créés dans les régions de Gao, San et Nioro. Ils ont pour mission d'assurer une formation continue aux représentants de l'État et au cadre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et de réaliser des programmes d'études. À ce titre, ils sont chargés de organiser des stages d'imprégnation aux représentants de l'État nouvellement nommés, renforcer les capacités des représentants de l'État dans les domaines de l'exercice de la tutelle et de la gouvernance, assurer l'immersion et la formation continue des représentants de l'État, des fonctionnaires et agents contractuels appelés à servir dans les régions, contribuer à l'inventaire et à la diffusion des us et coutumes des différents territoires des circonscriptions administratives, contribuer à valoriser les diversités culturelles du Mali, participer au renforcement des réflexions sur la réorganisation administrative, participer aux études et recherches sur les réformes et modernisations de l'administration, participer aux études et recherches en matière de développement local.
La création de ces centres vise à renforcer de façon continue la capacité des représentants de l'État en tenant compte des spécificités de chaque milieu pour mieux répondre aux attentes des populations. La sécurisation des frontières est également une préoccupation du gouvernement. Quels sont les défis et les perspectives dans ce domaine? Je voudrais ici rappeler qu'à l'exception de la RDC, le Mali est le pays africain qui a le plus de frontières, c'est avec de grandes distances, soit 7561 km environ. La problématique posée ici est celle de la stabilisation des espaces frontaliers de notre pays, c'est le maintien d'un climat de paix et de bon voisinage à nos frontières. La grande fragilité des zones frontalières, voire des frontières, au plan sécuritaire constitue une préoccupation du gouvernement de transition. Au regard de l'ampleur de la question, le gouvernement de transition fait de la mise en œuvre de la politique nationale des frontières une priorité nationale. En plus des actions classiques de bornage des frontières, de la promotion de la coopération transfrontalière, de réalisation d'équipements sociaux de base. Nous avons posé le diagnostic que la surveillance et la garde des frontières manquaient à notre dispositif de sécurité. La porosité structurelle de nos frontières constitue une cause d'insécurité qui permet aux groupes terroristes, criminels d'entrer sur notre territoire aisément. Pour ce faire, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a proposé de mettre en place un dispositif de surveillance et de garde des frontières, dont les travaux sont en cours en rapport avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère de la Défense et des anciens combattants ainsi que d'autres structures. Une fois ces travaux techniques terminés, nous allons soumettre à nos plus hautes autorités la proposition de création d'une direction des gardes frontières, qui sera notre mur de clôture et réduira la porosité. Ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, c'est également un défi important, surtout en ce moment crucial où le Mali subit les sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Donner la bonne information, en particulier dans le contexte des sanctions illégales prises contre notre pays, devient un impératif pour le gouvernement, au nom de la recevabilité pour notre peuple et face à la désinformation et l'intoxication. Je voudrais ici rappeler que la mission originelle de ces organisations est de promouvoir l'intégration, faire de notre région un espace commun de développement au profit des populations. En prenant ces sanctions contre le Mali, je pense que ces organisations se sont trompées de combat, après une absence de réponse opérationnelle sur le plan militaire contre les groupes terroristes, malgré l'existence de la force en attente de la CEDEAO. Aussi, en ignorant les liens séculaires de solidarité qui unissent nos peuples. Aussi, il est impératif que ces différentes organisations changent de mode opératoire, les changements anticonstitutionnels qu'elles sanctionnent sont des conséquences. On ne peut pas fournir toute cette énergie en occultant les causes qui conduisent à ces changements anticonstitutionnels, notamment la mauvaise gouvernance endémique, etc. Le sort qui a été réservé au Mali est réellement déplorable. Dès le début de la crise sécuritaire, on aurait bien voulu bénéficier de la solidarité pour lutter contre les groupes terroristes. Après une décennie de crise avec ses conséquences désastreuses sur le plan humanitaire et du développement, c'est troublant de ne proposer que des sanctions contre un peuple qui cherche sa voie. Aujourd'hui, la montée en puissance des FAMA illustre justement cette volonté. Ce sont les terroristes qui méritent des sanctions, pas nous. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de notre entretien, votre dernier mot? Avant de terminer, je profite de cette occasion pour féliciter l'ensemble de mes collaborateurs. Engranger autant de résultats nécessite un travail d'équipe et un profond engagement. Priez pour le repos de l'âme des victimes de l'insécurité, souhaitez un prompt rétablissement aux blessés. Réitérez notre pensée profonde pour 2 représentants de l'État otages des groupes terroristes, en leur donnant les assurances qu'aucun effort n'est ménagé par nos plus hautes autorités pour les libérer. Souhaitez l'union sacrée de tous les Maliens. La cohésion nationale est fondamentale pour la refondation du Mali. Le traumatisme de la perte de 70% de notre territoire national doit rester gravé dans nos mémoires. Nous devrons tout faire pour que ni nous ni les générations futures ne revivent cela, en nous attaquant aux causes multiples qui nous ont conduits à ce désastre. Tel est l'objectif de la transition. Le dernier mot, que Dieu préserve le Mali. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.